La nuit est sombre, vous marchez dans une ville dont on taira le nom. La pluie bat sur vos tempes, vous, ainsi que les boss des plus grandes familles de la pègre, se réunissent à l'Hôtel Noir afin de réaliser leur plus grand dessein. Assurez la domination de votre clan en empêchant les autres boss de parvenir à leurs objectifs à l'aide de vos acolytes. Je m'appelle Axel Durand et je suis le créateur, game designer du jeu Hôtel Noir que je vais donc vous présenter. On va donc voir le contenu du jeu et faire un petit tour de chauffe pour présenter les règles et voir les dynamiques de notre jeu. Donc Hôtel Noir est un jeu qui se joue de 3 à 8 personnes pour des parties en moyenne de 45 minutes lorsqu'on est plutôt habitué, voire jusqu'à 1h20 pour les premières parties. Hôtel Noir est un jeu dans lequel il est important de savoir gérer ses ressources, mais aussi de savoir faire preuve de tactique et de bluff, le tout en évoluant au sein de la pègre. Donc, pour commencer, nous avons les cartes personnages, qui sont donc des cartes qu'on va appeler boss, et que l'on va incarner au cours d'une partie, et qui ont toutes des capacités différentes, dont on parlera un peu plus tard. Ensuite, nous avons les cartes que l'on appelle donc ressources, qui sont au nombre de 57, qui elles-mêmes sont donc divisées en 2 catégories. On parle alors de cartes acolytes et de cartes protégées. Enfin, les cartes qui sont pour moi les plus importantes de tout le jeu, les cartes objectifs, sont donc au nombre de 18. Le principe est donc de réaliser un des objectifs qui vous sera distribué pour remporter la victoire. Bien. Maintenant, tous les joueurs auront donc un plateau de jeu. Ils sont donc au nombre de 8 et il y aura 4 types de jetons. Des jetons prison, des jetons roses qui vont permettre de compter la vie, et enfin des jetons d'argent. Cela fait donc au total 32 jetons différents. Bien. Nous avons donc vu le matériel. À présent, nous allons pouvoir faire un tour de chauffe sur une partie de 3 joueurs. Donc pour commencer, nous allons distribuer 3 boss. Pour peu que nous soyons moins de 7 joueurs. Dans le cas contraire, s'il y a 7 ou 8 joueurs, on distribuera 2 boss à choisir. Donc dans notre cas, nous avons Gasfiné, Don Brando et la Rose Noire. Notre joueur va sélectionner la Rose Noire, car elle a un effet qui est assez intéressant, même s'il ne sera pas utilisé au cours de cette partie. Comment lit-on une carte boss? C'est très simple. Hop. Nous avons les PV qui sont marqués par des roses, tout comme les jetons. Ensuite, nous avons un clan. Ils sont donc au nombre de 5. Les Yakuza, la Mafia, les gangs, membres donc clan dont la Rose Noire fait partie, le cartel et les triades. Ensuite, le dernier élément important d'une carte boss, outre la capacité qui est donc située juste au-dessus du clan, c'est le nom du protégé. Car en effet, au cours d'une partie, vous allez avoir des acolytes et parmi ces acolytes, un protégé. Et c'est la carte qu'il faut à tout prix défendre afin d'éviter de la perdre. En cas de perte, vous allez déclencher un effet qui modifiera la partie et en plus fera perdre 2 PV au boss. C'est donc un élément très important que vous devez à tout prix conserver. Nous distribuons ensuite 2 objectifs à chaque joueur. Réaliser l'un des 2 objectifs nous mènera à la victoire. Dans notre cas, pour obtenir cette victoire, nous devons soit mourir à un certain moment, ici en premier puisque nous sommes 3 joueurs au cours de cette partie, soit accumuler 25K car lors de notre partie, nous aurons 2 boss appartenant au même clan. Donc, comme vous pouvez un peu le voir ici, nous avons 3 types d'objectifs. Les objectifs de survie, de clan et d'argent. Une fois le boss choisi, il faut distribuer la carte ressource acolyte portant le nom indiqué au bas de la carte boss. Ici, c'est Vendredi Noir. Les acolytes représentent vos PV. En perdre un revient donc à perdre un PV. Celui que vous récupérez est particulier. En effet, cette carte est ce qu'on appelle le protégé du boss. Il faut le défendre à tout prix. Si vous perdez votre protégé, vous perdrez 2 PV.
et vous allez aussi déclencher un effet pouvant retourner la partie en votre faveur ou en votre défaveur. Nous allons donc maintenant voir comment lire une carte. Il y a en dessous du nom de la carte deux parties. La partie gauche représente la partie d'identification de la carte, tandis que la partie droite représente l'effet de la carte. Cet effet peut être lu sur le texte qui est situé juste en dessous de la carte. Pour Vendredi Noir, on obtient donc que le boss d'origine peut utiliser une deuxième fois sa capacité. Ensuite, donc, si on regarde un peu plus en détail la partie gauche d'identification, nous voyons que le cœur violet représente en fait le type d'acolyte, tandis que le crâne violet, quant à lui, va représenter le déclenchement, l'activation de l'effet de la carte. Nous allons maintenant voir que juste en dessous de la carte, il y a une valeur, 1,12. Cela représente donc la valeur de la carte qui est notée de 1 à 12, et ce pour toutes les cartes du jeu, sauf les boss. Maintenant, comme on peut le voir, Rose Noire a 3 PV, 3 roses. Il faut donc falloir distribuer 3 acolytes supplémentaires, qui sont donc au nom de Clancy Byron, Cassius Abe et Fat King. Et il est intéressant de noter que chacun d'entre eux a donc une nature différente d'acolyte. Clancy est un justicier, il est chargé de contrôler les cartes et surtout de contrôler les criminels. Cassius, lui, est un malfrat, il va avoir des capacités qui sont plutôt offensives. Vendredi Noir, comme je l'ai expliqué auparavant, est un protégé, il faut donc faire en sorte de la défendre et d'éviter qu'elle meure, tandis que Fat King est ce qu'on appelle un assistant. Il va avoir des capacités qui vont lui permettre soit d'accumuler des ressources, de modifier le plateau, ou de pouvoir piocher des cartes par exemple. Maintenant, nous voyons qu'il y a aussi donc différents types d'effets. Clancy a une icône où il y a noté un 5K, cela représente donc le coût d'activation de son effet qui est de 5K. Cassius, tout comme Vendredi, a un effet de type baroud qui est déclenché donc à sa mort. Il est important de rappeler que les protégés ont donc tous un effet de type baroud. Et enfin, Fat King a un effet de type flip qui est donc déclenché lorsque celui-ci est dénoncé. Maintenant que nous avons la plupart de nos cartes, nous allons donc pouvoir les placer. En effet, vu que nous avons un board, nous allons tout d'abord placer notre boss, puis les jetons. Donc, tout d'abord, il faut savoir que tout le monde commence une partie avec 3K. Nous plaçons donc le jeton 1K sur les 0, vu qu'il n'a encore aucune dizaine, et le jeton avec K1 sur le 3, vu qu'il représente les unités. Ensuite, nous allons pouvoir placer notre jeton vie. Alors, actuellement sur cette vidéo, elle est posée sur la carte personnage, mais vous pouvez très bien vous servir du pavé numérique qui se situe à gauche pour poser votre jeton. De cette manière-là, vous pouvez simplement déplacer votre jeton sur les roses pour indiquer le nombre de points de vie actuels qui vous restent. Cela est au choix du joueur, à son bon plaisir. Maintenant, nous avons donc nos acolytes. Comme je l'ai expliqué auparavant, lorsque l'on perd notre protégé, nous perdons 2 PV. Et lorsque l'on perd un acolyte normal, on en perd 1. Il est donc important de pouvoir dissimuler notre protégé parmi les acolytes. Nous ne pouvons donc pas les laisser face recto. Nous allons les mélanger et les cacher. Bien. Maintenant, il ne reste plus grand chose à faire à part piocher nos cartes. Nous allons donc piocher autant de cartes que nous avons d'acolytes actuellement, c'est-à-dire 4. Bien, maintenant nous avons notre phase de préparation. Allons aller voir rapidement quelles sont les cartes possédées par les autres joueurs. Nous avons donc le boss Tom Sharp, qui lui a une capacité permettant de rediriger une carte qui s'appelle dénonciation ou contrat d'assassinat en le défaussant. Voici ses différents acolytes, et contrairement à notre boss Rose Noire, lui, il a choisi de ne masquer que 2 de ses cartes. Choix intéressant et assez bizarre, mais c'est son choix.
pioche donc ces 4 cartes. Nous avons donc une liasse, une rumeur, un contrat d'assassinat, une intimidation. Bien. Le dernier joueur, Ken Cheong, quant à lui, a une capacité qui ne sera elle aussi pas utilisée au cours de cette présentation. Il peut donc tirer une carte de la pioche, en plus des 2 cartes qu'il piochera en début de tour, et l'utiliser de suite. S'il n'arrive pas à la jouer, il perdra un PV et devra défausser cette carte. Dans son cas, nous ne connaissons pas actuellement les acolytes qu'il possède, et nous avons donc sa main. Une main en somme tout assez normale et assez diversifiée. Bien, maintenant nous allons donc pouvoir commencer à jouer réellement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tour est découpé en 3 phases. La première est très simple. Il suffit simplement de piocher 2 cartes. La deuxième phase, on peut jouer toutes les cartes que l'on veut, mais il y a quelques limitations à avoir en tête. Il n'est possible de jouer que 3 cartes d'énonciation. Cela est rappelé de toute façon sur la carte. Il est de même que les dénonciations, il est possible de ne jouer qu'une seule fois une carte contrat d'assassinat et une carte service au cours d'un tour. Enfin, on ne peut activer qu'une seule fois l'effet d'un acolyte, sauf si celui-ci est justement déclenché par une carte drogue. Donc, un effet de drogue permet de relancer gratuitement un effet d'acolyte, et cela va avoir son importance pour ce tour-ci. Donc, dans notre cas, nous allons donc commencer par jouer une carte liasse qui va nous permettre donc de gagner 2 cas. Ensuite, je vous avais donc parlé de Clancy Brown, qui a une capacité très puissante, celle d'envoyer les personnes qu'il n'aime pas, les boss, en prison. Nous allons utiliser l'effet drogue afin d'envoyer le premier boss Tom Sharp en prison, puis nous allons payer les 5 cas de l'effet de Clancy Brown afin d'envoyer Ken Cheong lui aussi en prison. Bien, ça c'est déjà une chose de faite. Maintenant, on va jouer une dénonciation sur Ken Cheong. Cependant, Tom Sharp va répliquer. Et comment donc Tom Sharp va-t-il répliquer? Cela est très simple. Il va utiliser une carte de rumeur afin de contrer une dénonciation. Il aurait pu l'utiliser pour lui. Néanmoins, il décide de protéger Ken Cheong. On retourne donc sur notre jeu. Puisque nous ne pouvons pas attaquer Ken Cheong, on va essayer de se venger et jouer une carte contrat d'assassinat sur Tom Sharp. Petit problème, on a oublié un peu que la capacité de Tom est de rediriger une dénonciation ou un contrat d'assassinat en le défaussant. Or, il possède une carte contrat d'assassinat dans sa main, il va donc pouvoir utiliser sa capacité de boss. Hop là, et donc, nous avons donc assez mal joué, nous avons perdu Clancy, et perdu donc quand même par la même occasion un PV. Il ne reste donc plus que 2 cartes d'énonciation que nous allons jouer pour nous révéler les 2 acolytes de Ken Cheong. Ce qui est important de savoir, c'est que à la fin de notre tour, nous n'avons pas le droit d'avoir plus de cartes en main que nous possédons d'acolytes. Dans notre cas, nous n'avons plus de cartes en main et nous avons 3 acolytes. Nous n'avons donc pas besoin de défausser un excédent de cartes afin d'avoir autant de cartes dans notre main que de cartes acolytes. Nous avons eu de la chance sur les 2 cartes révélées par les cartes d'énonciation. Nous avons réussi à trouver Julius Gambit et surtout le protégé de Ken, Dean. Nous allons donc pouvoir reprendre le tour de Tom Sharp. Avant de pouvoir piocher nos 2 cartes, il est important de rappeler que Tom a été envoyé en prison. Nous allons donc devoir faire quelque chose avant de piocher nos 2 cartes. Nous allons révéler la carte qui se trouve sur le dessus du deck. Donc dans notre cas, c'est une carte homme qui s'appelle Homme de main, qui a une valeur de 2. Et donc, nous allons révéler l'effet de la prison, qui est le suivant. Si la carte que vous avez révélée a une valeur multiple de 3, vous envoyez cette carte-là à la défausse, et vous jouez votre tour, comme
si de rien n'était. Si par contre, vous n'avez pas réussi à avoir ce multiple de 3, il vous reste une dernière deux façons de vous échapper. La première, très simple, vous graissez la patte à vos surveillants et vous défaussez une carte service. Celle-ci vous permettra de tout simplement jouer le tour normalement. Si par contre, vous n'avez pas réussi à avoir cette carte service ou bien tout simplement à avoir le multiple de 3, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est défausser les 3 cartes qui sont dans votre main. 3 cartes. Actuellement, vous voyez bien que Tom en a 2, mais il y a une petite mécanique qui dit que si vous n'acceptez aucune, si vous n'avez aucun moyen de passer les deux conditions, vous pouvez garder la carte qui a été révélée. Ainsi, donc, au tour suivant, Tom pourra se défausser des 3 cartes qui ont été piochées s'il n'arrive pas à repiocher une carte service ou bien une carte dont le multiple a une valeur de 3. Et bon de rappeler que Kenshi Ongoshi a été envoyé en prison. Donc, avant de pouvoir commencer son tour, il révèle une carte du deck. C'est un raid. Mais cette carte est une valeur de 11, donc pas multiple de 3. Voyons que là nous la défaussons, mais la raison en est très simple. Nous avons une carte service, comme je l'ai expliqué auparavant, juste avant. Il suffit juste de la défausser et nous sommes libres. Maintenant, on commence donc notre tour. En phase 1, on pioche nos 2 cartes. Mais maintenant, il y a des choses importantes à faire. C'est qu'il va falloir remettre nos défenses à jour. Donc, tout d'abord, nous avons la carte planque. Et comme la carte rumeur peut être utilisée hors du tour d'un joueur pour contrer une carte contrat d'assassinat, mais elle peut être aussi utilisée pendant le tour du joueur, pendant son propre tour, pour simplement masquer, remettre face verso un de nos acolytes. Bien, maintenant on va accumuler un petit peu d'argent. Il va donc se servir de la carte homme de main qui lui permet de piocher une ressource. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les ressources, nous ne pouvons piocher que des acolytes, pas de protégés. Les protégés sont distribués seulement en début de partie. Donc parmi les acolytes présents sur le board, comme on a pu le voir, nous avons le doyen qui a été donné à Ken en début de partie et il ne recevra pas d'autres. Dans le cas, nous avons pioché Ronan Harvey qui a la capacité suivante, c'est qu'il peut dénoncer un acolyte 2 fois. Nous allons faire quelque chose de beaucoup plus simple. Nous allons nous servir de la carte retraite qui permet soit de permuter les positions de 2 cartes. Dans notre cas, ça pourrait être intéressant de simplement permuter le doyen avec une des cartes face cachée et bluffer sur la nouvelle position du doyen. C'était un moyen possible, ou remplacer une carte sur le terrain par une autre carte ressource qui se trouve dans notre main, et bingo, nous avons Ronan Harvey. Alors, petite nuance à savoir, il n'est pas possible de faire ça pour récupérer le tin dans la main. Nous allons jouer la carte retraite et hop, permuter Ronan Harvey et le mettre face cachée. Cela met donc fin à notre tour de chauffe et nous verrons donc dans des vidéos ultérieures les différentes cartes présentes dans le jeu, comment fonctionnent-elles entre elles,